Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale. Pour ce second rendez-vous de l'année 2026 de la pause décoloniale, nous ouvrons un dossier qui résonne douloureusement avec l'actualité du pays, l'hyper-incarcération des autochtones et le colonialisme. Quand on parle d'hyper-incarcération, il s'agit de pointer un rouage structurel. En Kanaki, les indicateurs sont alarmants. Le taux de détention y est historiquement près de 2 fois supérieur à la moyenne observée en France. Cette sévérité pénale systémique engendre une surpopulation chronique au centre pénitentiaire du Camp Est, où le taux d'occupation dépasse régulièrement les 130%, forçant continuellement plus de 100 personnes à dormir à même le sol, sur les matelas, au milieu des nuisibles. Au cœur de ces chiffres, une constante coloniale implacable. La population carcérale est composée à plus de 90% par la jeunesse autochtone kanak. Cette réalité se traduit actuellement par une double crise pénitentiaire et humanitaire. D'une part, pour ceux qui restent au Camp Est, le constat de cette indignité quotidienne a poussé le journal Le Monde à relayer une décision. La justice administrative ayant ordonné en urgence des mesures drastiques contre l'État pour violation des droits fondamentaux. Et d'autre part, comme le révélait l'enquête de l'Observatoire international des prisons, intitulée « Expédié à l'autre bout du monde du jour au lendemain », la pratique opaque des transferts forcés éloigne des dizaines de détenus kanaks à 17 000 km de leur terre, réactivant les logiques coloniales de l'exil et de la déportation punitive. Pour décrypter ces mécanismes à l'œuvre, nous avons le privilège d'accueillir le Dr Lisa Billington, enseignante et chercheuse à la faculté de droit de la University of Technology de Sydney. Spécialiste reconnue en droit pénal, en criminologie et des questions liées au contrôle carcéral colonial, ses travaux récents éclairent de manière saisissante ces dynamiques de domination. Elle répond aujourd'hui aux questions de Anaïs Duong-Pédika. Cet entretien ayant été réalisé en anglais, vous entendrez la traduction française doublée par la voix de Stéphanie Coulon. Installez-vous confortablement, bonne écoute et bonne pause décoloniale. Bonjour Lisa, merci d'avoir accepté notre invitation à cette discussion pour le podcast et à partager vos recherches sur l'emprisonnement des autochtones et le colonialisme. Avant qu'on commence, pourriez-vous vous présenter pour nos auditrices et auditeurs? Yes, hello, thank you so much. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. Je m'appelle Lisa Billington. C'est un honneur pour moi d'avoir la chance de vous parler et de partager mes recherches avec vos auditeurs et auditrices. J'aimerais tellement que la radio aille dans les deux sens et qu'eux aussi puissent échanger avec moi. Je suis une chercheuse décoloniale et non autochtone en droit. Je suis née en Australie dans les années 80. Certains et certaines de mes ancêtres sont venus en Australie sur des bateaux de bagnards quand l'Empire britannique a commencé à utiliser les terres aborigènes pour les colonies de peuplement. D'autres sont venus en Australie, d'Écosse et d'Angleterre dans le milieu des années 1800, pendant la période durant laquelle la Kanaki était en train d'être annexée par la France. Je suis une chercheuse en droit à l'University of Technology de Sydney en Australie. En tant qu'universitaire, près de la moitié de mon travail consiste à enseigner le droit anglo-australien à des étudiants en université et l'autre grosse partie de mon travail est la recherche. Ma recherche se concentre sur la manière dont les États coloniaux conceptualisent, structurent et contrôlent les relations avec les peuples autochtones et plus particulièrement la manière dont les États coloniaux utilisent les systèmes de droit pénal et international pour développer et maintenir le pouvoir dominant dans ces relations. Merci pour cette introduction, cette présentation. Est-ce que vous pourriez expliquer à quoi vous faites référence dans vos recherches quand vous parlez de contrôle carcéral et d'hyper-incarcération? Yes, of course. Michel Foucault. Oui, bien sûr. Michel Foucault a beaucoup travaillé dans les années 70 sur la criminalité et le contrôle de la criminalité comme mécanisme de pouvoir. Vos auditrices et auditeurs seront déjà familiers avec l'idée que les constructions de la criminalité et de contrôle de la criminalité sont des mécanismes clés que les États coloniaux utilisent pour contrôler leurs relations avec les peuples autochtones. Ces 2 dernières années, il y a eu des exemples qui ont été très parlants et dévastateurs en Kanaki, mais rien de ça n'est nouveau. Ces modèles par lesquels l'État français relationne avec le peuple kanak en Kanaki et l'utilisation du droit français, de la police française et des forces armées françaises pour réprimer la résistance kanak sont les mêmes depuis des générations.
Le mot carcéral vient du mot latin carcère qui veut dire prison ou en rapport avec la prison. Dans les travaux de Michel Foucault sur la criminalité et le contrôle du crime, il décrit un archipel carcéral, c'est-à-dire un continuum interconnecté de prisons et d'institutions qui fonctionnent comme des prisons et qui sont utilisées pour confiner et contrôler les gens. Quand je parle de contrôle carcéral dans mes recherches, cela peut s'étendre à l'ensemble des prisons coloniales d'État et des institutions d'État coloniaux qui fonctionnent comme des prisons, historiquement ou dans le présent. Mais mon travail se concentre plus particulièrement sur les prisons elles-mêmes. Pour ce qui est de l'hyperincarcération, j'ai choisi ce terme pour essayer de décrire le phénomène que j'analyse dans mes recherches et qui se répète dans le monde entier, à savoir, quand un État colonial exerce une juridiction pénale sur un peuple autochtone, les populations autochtones seront incarcérées de manière largement disproportionnée. Et cela se répète dans toutes les juridictions d'État colonial que j'ai étudiées. Par exemple, en Australie, où j'habite, les personnes aborigènes et les insulaires du détroit de Torres représentent à peu près 3 à 4% de la population australienne, mais représentent 37% de la population dans les prisons australiennes. C'est aussi le cas en Kanaki, bien sûr, où les Kanaks représentent 41 à 42% de la population de Kanaki, mais représentent 90 à 95% des prisonniers. Indépendamment de la manière dont on évalue ou mesure cela, c'est profondément disproportionné. Ceci étant dit, même si le terme d'hyper-incarcération était le meilleur que j'ai trouvé, je pense qu'il peut être problématique, notamment parce qu'il nous fait nous concentrer sur la proportionnalité de l'incarcération autochtone comme étant le problème principal, plutôt que la réalité de l'incarcération autochtone par les États coloniaux comme étant le vrai problème. L'incarcération autochtone est l'antithèse de l'autodétermination autochtone. Donc, à mon avis, aucun degré d'incarcération autochtone dans des systèmes carcéraux coloniaux peut être considéré comme proportionné. Dans mes travaux, j'utilise l'analyse comparative des systèmes étatiques coloniaux et du droit international pour démontrer que l'exercice du contrôle carcéral colonial sur les nations autochtones constitue une violation de leur droit à l'autodétermination. Cela recentre l'attention sur le problème des systèmes et des structures de l'État colonial qui nécessitent une solution, plutôt que sur le simple supposé déséquilibre du taux d'incarcération des autochtones, comme s'il existait un ratio équilibré qui serait approprié. Merci beaucoup. Donc oui, en fait, si je comprends bien ce que vous étiez en train de dire, c'est que il y a le problème de l'hyperincarcération, c'est que l'incarcération coloniale, de manière générale, est problématique et pas seulement que la proportionnalité, donc le nombre disproportionné de personnes autochtones qui sont incarcérées. Et du coup, ça m'amène à vous poser ma prochaine question, qui est quelles approches utilisez-vous en tant que chercheuse sur le sujet de l'emprisonnement autochtone? Donc, en gros, quels sont les savoirs sur lesquels vous vous basez et qu'est-ce qui motive vos recherches, vous, et surtout en tant que chercheuse non autochtone? Yes, absolutely. Tout à fait. Donc en tant que chercheuse décoloniale non autochtone dans le domaine du droit, c'est très important pour moi de connaître ma place et sur quel sujet il est approprié pour moi de parler ou de me concentrer et de savoir aussi quand c'est plus approprié pour moi d'écouter et d'apprendre. Je ne vais pas toujours faire ça parfaitement, mais je suis dans un processus d'apprentissage. De par ma position en tant que non-autochtone, j'essaye toujours de mettre en avant les voix autochtones dans mes recherches et de contribuer à la discipline de plus en plus grandissante des recherches critiques et décoloniales en droit. On peut retrouver un bon exemple de ce que je veux dire par là dans ma recherche sur les approches décoloniales à l'autodétermination. Une femme inuit formidable qui s'appelle Dali Sambo Dorow et qui est l'ancienne présidente internationale du Conseil circumpolaire inuit, plaide avec force depuis des années pour que les peuples autochtones soient les arbitres finaux de leur droit à l'autodétermination. Elle souligne que les peuples autochtones ont besoin de sièges à la table de la gouvernance. C'est aussi le témoignage incontestable des peuples autochtones dans les juridictions que j'ai recherchées. Et j'aborde toutes mes recherches sur cette base, c'est-à-dire que l'État colonial n'a pas l'autorité de former, de réformer, de prescrire ou de définir les paramètres et les pratiques de l'autodétermination autochtone. Et moi non plus.
Donc dans mes recherches, je mets en avant les voix autochtones et parfois je les amène dans des directions nouvelles. Par exemple, récemment, j'essayais d'attirer l'attention des juristes anglophones sur l'appel du peuple, des leaders, des militantes et militants kanak en Kanaki autour du soulèvement de 2024 et de souligner comment la police et les forces militaires sont utilisées pour réprimer la résistance kanak. Il y a des journalistes exceptionnels dans le Pacifique, je pense notamment à Nick McClellan, qui font ce travail de reportage sur ces sujets depuis des années. Mais malheureusement, la recherche et la communauté universitaire non francophone n'y prêtent pas attention. Ma position, dans mon travail, est celle de la solidarité. Et j'ajoute ma voix pour plaider en faveur d'une approche différente des États coloniaux envers les peuples autochtones, dans le cadre de relations de nation à nation qui reconnaissent et respectent pleinement le droit des peuples autochtones à l'autodétermination. Merci. C'est particulièrement intéressant ce que vous dites là, parce que je pense que ce sont des conversations qui ne sont pas eues dans le contexte universitaire, en tout cas français. Peut-être francophone, peut-être au Canada, mais en tout cas, c'est pas vraiment le cas en France et dans les universités françaises, peut-être même dans le Pacifique. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'entendre cette réflexion à partir de, vous êtes basé en Australie, du coup, et de ce qui peut se faire, en fait, dans le milieu universitaire anglophone, même si, bien sûr, il y a aussi des limites et il y a des résistances du pouvoir dominant. Mais donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et vous avez parlé justement d'une chercheuse inuit et ça m'amène à vous poser cette question. Dans beaucoup de vos publications, vous comparez différents contextes coloniaux. Donc, par exemple, dans votre doctorat, vous avez analysé le contexte en Australie, au Canada, à Kalalidunat, qui est le nom du Groenland en inuit, et en Kanaki. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces endroits et ces juridictions en particulier et en quoi cela vous paraît productif de les penser en relation les uns ou les unes avec les autres? Une des raisons principales pour laquelle j'utilise des analyses comparatives internationales dans mes recherches est que j'essaie de remettre en question la tendance des États coloniaux à individualiser ce qu'ils considèrent être des problèmes autochtones et à les comprendre simplement comme des affaires de relations intérieures plutôt que des affaires de nation à nation. Mes recherches se concentrent sur deux aspects que je considère être les deux facettes d'un même problème, l'autodétermination autochtone et l'incarcération des autochtones. Dans le contexte australien d'où je travaille, vers la fin des années 80 et le début des années 90, une commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention a été mise en place. Cette commission a permis d'établir un lien direct entre les taux élevés d'incarcération des peuples autochtones en Australie et les manquements du gouvernement australien à reconnaître et à respecter le droit des peuples autochtones à l'autodétermination. Bien sûr, ce n'était pas du tout surprenant pour les personnes autochtones, mais c'était considéré comme des résultats surprenants pour les Australiens et Australiennes blancs et blanches à l'époque. Pour mon doctorat, j'ai décidé de travailler sur l'Australie, le Canada et la Kanaki parce que je voulais 3 juridictions pour lesquelles il y avait des preuves claires d'hyper-incarcération des peuples autochtones dans le système carcéral de l'État colonial. Je voulais savoir comment les États coloniaux dans ces juridictions comprenaient et mettaient en pratique ou non les droits des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes. Ensuite, j'ai choisi Kalallit Nunaat ou le Groenland. Au départ, c'était censé être une contre-étude de cas parce que le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones avait décrit les arrangements en place entre le peuple de Kalallit Nunaat et le royaume du Danemark comme étant l'un des dispositifs d'autodétermination les plus ambitieux de tous les peuples autochtones du monde. Et comme je recherchais les liens entre la manière dont l'État colonial s'engage pour l'autodétermination autochtone et l'incarcération des autochtones, je m'attendais à ce que ces dispositifs d'autodétermination très ambitieux impliquent que l'hyperincarcération des autochtones ne soit pas présente dans le système pénitentiaire de Kalallit Nunaat. Il se trouve que j'avais tort dans les deux cas. Dans le sens où les dispositifs d'autodétermination décrits par le rapporteur spécial comme étant ambitieux n'étaient pas ce que j'aurais caractérisé d'ambitieux, et donc ce n'était pas surprenant non plus que le peuple inuit de Kalallit Nunaat était en réalité hyper incarcéré. Une des raisons qui explique ce résultat est liée à quelque chose qui, je pense, sera familier aux gens de Kanaki et qui est ce concept de Calédonien.
À Kalaallit Nunaat, ce sont les Groenlandais qui ont le droit à l'autodétermination dans le droit danois. Les Groenlandais sont des citoyens danois qui vivent au Groenland. Donc on voit que ce n'est pas la même chose que de reconnaître le droit des peuples inuits de Kalaallit Nunaat à l'autodétermination. À Kalaallit Nunaat, je dirais qu'on a un État colonial qui impose son interprétation de qui peut être inclus dans le peuple qui a droit à l'autodétermination. Et en faisant ça, il minimise la portée de l'autodétermination autochtone plutôt que de la reconnaître et de la respecter. En pensant à ces différents contextes ensemble, j'ai choisi d'analyser 4 différentes juridictions d'États coloniaux avec des histoires coloniales très différentes pour pouvoir démontrer la manière dont les schémas coloniaux se répètent et se produisent à l'échelle mondiale. Et pour montrer que les taux élevés d'incarcération des populations autochtones dans les systèmes carcéraux coloniaux ne sont pas des aberrations ou des bizarreries de la politique intérieure, ils font partie d'un cadre structurel de colonisation qui prévaut encore aujourd'hui. Merci pour cette réponse, Lisa. C'est vraiment trop intéressant parce que du coup, je ne savais pas du tout pour cette identité en fait groenlandaise dont vous parlez et vous donnez un peu l'exemple. Enfin, vous dites que les contextes sont bien différents, mais de l'identité calédonienne versus cette identité aussi groenlandaise et cette idée qui va être très familière aussi dans notre contexte que l'État colonial décide de qui a le droit de l'autodétermination. Et nous, ça fait plusieurs années du coup que on est dans cette tension par rapport au corps électoral qui nous a mené à cette insurrection puisque l'État continuait d'imposer sa volonté. Donc c'est clairement quelque chose qui est prévalent dans notre contexte aussi. Je voudrais revenir sur une approche que vous avez dans vos recherches, et c'est le fait, vous en avez parlé un petit peu avant, que vous comprenez l'emprisonnement des autochtones comme faisant partie du processus de colonisation qui continue dans le présent. Et encore une fois, je pense que cette manière de comprendre le rôle de la prison dans le contexte colonial, dans un contexte colonial, ça sera plus ou moins évident pour nos auditrices et nos auditeurs. Et d'ailleurs, on a même un morceau de Kaneka très connu du groupe One qui s'intitule À bas la justice coloniale et qui présente le système judiciaire de cette manière-là. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette perspective, en fait, de l'emprisonnement des autochtones comme faisant partie du processus de colonisation qui continue dans le présent, comment cette perspective est différente de la manière dont l'emprisonnement autochtone est traditionnellement compris par le pouvoir dominant? So it's so interesting that Oui, c'est fascinant de constater à quel point cette reconnaissance de la justice comme étant coloniale est répandue en Kanaki. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que la recherche interjuridictionnelle et multilingue peut être si précieuse. Nous avons beaucoup à apprendre les uns et les unes des autres. Espérons que cette compréhension se répande ailleurs. L'une des constantes que j'ai observées dans les juridictions que j'ai étudiées est la tendance de la puissance dominante ou de ce que j'appelle généralement l'État colonial à historiciser le colonialisme. C'est cette idée que le colonialisme appartient au passé. Dans les juridictions que j'analyse, tous les États coloniaux ont reconnu un certain degré de préjudice historique causé par le colonialisme, mais aucun n'a reconnu le colonialisme comme une structure persistante dans le présent et persistante dans leurs relations avec les nations autochtones. Les États coloniaux contemporains ont tendance à considérer le colonialisme comme un événement passé, plutôt que comme une structure actuelle. Ils seraient d'ailleurs sûrement très offensés que je les appelle États coloniaux plutôt que simplement États. L'impact d'une conception du colonialisme comme appartenant au passé est multiple, mais si on considère les deux aspects de ma recherche, soit l'autodétermination et l'incarcération, il existe des conséquences profondes et immédiates à considérer la colonisation comme un phénomène uniquement historique ou passé. En matière d'autodétermination des peuples autochtones, le droit international définit l'autodétermination comme un droit collectif des peuples à vivre libre de tout assujettissement, domination et exploitation par des cultures étrangères. Lorsque les puissances dominantes appréhendent la colonisation comme un phénomène purement historique, elles minimisent ou ignorent la manière dont les systèmes et structures contemporains des États coloniaux perpétuent les relations coloniales et continuent d'assujettir, de dominer et d'exploiter. En l'historicisant de cette façon, les États coloniaux empêchent les critiques de la colonisation dans le présent. Une colonisation que ces mêmes États nient, car selon eux, elle appartiendrait au passé.
En plus de ça, concernant l'incarcération des autochtones, j'ai déjà dit que je la considère comme l'antithèse de l'autodétermination autochtone. Donc par exemple, lorsque on observe les taux élevés d'incarcération des autochtones en Australie et en Kanaki, si on fait abstraction du colonialisme contemporain, on constate généralement l'émergence d'un discours sur un problème autochtone à résoudre. Ce discours est souvent lié au désavantage des autochtones, un produit de l'histoire coloniale. L'idée sous-jacente est que le désavantage socio-économique des autochtones accroît le risque de délinquance. Par conséquent, il convient de s'attaquer à ce désavantage afin de réduire la délinquance et l'incarcération. Moi, j'affirme que ce n'est pas le cas. Le chercheur canadien Seth Adema l'a formulé ainsi. L'incarcération des autochtones n'est pas un symptôme du colonialisme, elle est le colonialisme. Si on historicise le colonialisme et qu'on le renvoie au passé, on se prive du levier essentiel pour résoudre l'hyperincarcération des autochtones, à savoir selon moi la décolonisation. Historiciser le colonialisme revient aussi à ignorer ou à dissimuler les crimes commis par l'État colonial derrière un vernis de protection de la société ou de maintien de l'ordre public. Quand l'État colonial parle de maintien de l'ordre public, il s'agit en réalité de préserver le statu quo colonial. De nombreux témoignages de Kanaks recueillis en Kanaki après le soulèvement ont fait état de l'instrumentalisation du droit pénal pour réprimer la résistance autochtone tout en protégeant les intérêts français. Dans ce cas précis, la résistance est perçue comme un problème et la violence de l'État colonial comme une solution proportionnée et mesurée pour maintenir l'ordre public. Le criminologue nigérian Biko Agozino évoque une logique impérialiste qui ignore les crimes impérialistes. Le résultat, c'est que les formes de colonisation persistantes des peuples et des territoires autochtones sont occultées. C'est très intéressant, Lisa, ce que vous dites sur du coup aussi cette historicisation, donc la manière dont on historise le colonialisme comme un événement passé, plutôt qu'une structure. Il y a quelques années, on avait eu dans le podcast une invitée une chercheuse qui s'appelle Angélique Stasny et qui a écrit le livre Ignored Histories, Histoire ignorée, qui était du coup, elle était venue parler des politiques autour de l'éducation de l'histoire et relations autochtones-colons en Australie et en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et dans son livre, elle a justement un passage où elle parle de ça, où en fait que dans l'imaginaire populaire et même, je dirais, scientifique en Kanaki et sur la Kanaki, il y a cette idée que le colonialisme, il s'arrête en 1945 avec la départementalisation. Donc, on n'a plus un ministère des colonies, mais un ministère des Outre-mer. Et forcément, comme si, en fait, du jour au lendemain, ça change, en fait, notre rapport à l'État colonial. Et donc, je trouve que c'est intéressant comme Angélique Stasny le fait et comme vous le faites dans vos recherches, de pousser contre, en fait, cette idée que le colonialisme est dans le passé et plutôt de parler de comment, en fait, nos relations sont structurées autour du colonialisme, donc ça continue dans le présent. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit aussi tout à l'heure, notamment par rapport à un de vos arguments principaux dans vos recherches, qui est que l'hyperincarcération, plutôt que d'être un échec du système carcéral, c'est en fait, c'est vous qui le dites, la preuve que le système fonctionne correctement. Donc comment est-ce que vous arrivez à cette conclusion-là? Je pense que cette question souligne vraiment l'importance des études comparatives internationales, parce qu'écouter les récits des uns et des autres renforce la solidarité. En regardant comment les États coloniaux structurent et contrôlent leurs relations avec les peuples autochtones à l'échelle mondiale, on constate que les taux élevés d'incarcération des autochtones dans les systèmes carcéraux coloniaux ne constituent pas une anomalie, mais bien une tendance constante qui peut être observée dans de nombreux États coloniaux, aussi divers soient-ils. Par exemple, si on considère les taux élevés d'incarcération des Kanaks en Kanaki de manière isolée, on peut facilement analyser ce problème comme une exception à la règle, à savoir, la justice française fonctionne, il y a juste cette incohérence en Kanaki où elle engendre une hyperincarcération des Kanaks. Selon cette logique, le système fonctionnerait et l'hyperincarcération des Kanaks serait juste une aberration.
Mais quand on regarde à l'échelle mondiale, cela devient évident que l'hyperincarcération des autochtones dans les prisons coloniales n'est pas une incohérence, c'est un phénomène parfaitement prévisible qui se répète partout dans le monde. Et cette observation doit nous amener à concentrer notre regard critique sur l'État colonial lui-même. Les systèmes de droit pénal coloniaux ont toujours eu pour unique vocation d'hyper-incarcérer les peuples autochtones. C'est une caractéristique intrinsèque et prévisible des prisons coloniales. C'est aussi ce qu'on retrouve dans les témoignages de survivants autochtones du système carcéral. Par exemple, au Canada, Wanda Whiteburn, une aînée Mi'kmaq et militante pour l'abolition des prisons au Canada, en a parlé en disant que quand les Blancs sont arrivés et ont voulu se débarrasser de nous, ils nous ont fait disparaître à travers le droit et la loi. Le système carcéral n'était que le prolongement de ce processus. Pareil, Vicky Roach, une survivante Yuin du système carcéral australien, a également mis en lumière ce problème. Dans le journal des prisonniers et prisonnières en prison, elle a parlé de son expérience dans les prisons australiennes et a démontré que le système de droit pénal cherche activement à nuire au peuple autochtone. Les témoignages de nombreux prisonniers politiques kanaks, notamment ceux du soulèvement de 2024, vont aussi dans ce sens. Et j'imagine que du coup, cette idée une fois qu'on a compris que l'hyperincarcération des autochtones n'est pas un échec du système carcéral ou même une abomination du système qu'il faudrait réformer, ça doit aussi remettre en question l'idée que le système doit et peut être réformé. Je pense que l'idée selon laquelle on pourrait réformer le contrôle carcéral colonial de manière positive et donc dans le respect de l'autodétermination des peuples autochtones est fondamentalement problématique. Comment réformer un système fondamentalement colonial pour qu'il reste ce qu'il est, juste sans être colonial ? Le concept de réforme ne permet pas d'interroger et de changer les dynamiques de pouvoir colonial qui sont enracinées dans le contrôle carcéral colonial et qui sont le vrai problème. Victor Serge disait que les institutions que sont les prisons sont imperfectibles parce qu'elles sont déjà parfaites, c'est-à-dire qu'elles remplissent exactement la fonction pour laquelle elles ont été inventées et construites. Il existe des exemples très clairs de ce phénomène en Australie. J'ai mentionné la commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention qui s'est déroulée dans les années 80 et au début des années 90. En Australie, nous savons depuis des décennies que le système surincarcère les populations autochtones. Beaucoup de réformes législatives ont été faites, notamment suite à un rapport de la Commission australienne de réforme du droit sur l'incarcération des autochtones, ainsi que de nouvelles recommandations faites en 2018. Pourtant, la proportion d'autochtones dans les prisons australiennes continue d'augmenter. Rien que pour l'année qui s'est terminée en juillet 2025, le nombre d'autochtones en prison a augmenté de 10% en une seule année. Si les non-autochtones étaient incarcérés au même rythme que les autochtones, environ 715 000 adultes australiens non-autochtones seraient en prison. Or, ce chiffre avoisine plutôt les 31 000. Ceci étant dit, je pense que les États coloniaux ont des approches différentes en Australie et en Kanaki. En Australie, l'État colonial se rend compte du problème. Ce qu'il reste à déterminer, c'est que c'est le contrôle carcéral colonial qui est le vrai problème, plutôt que l'incarcération disproportionnée des autochtones. En Kanaki, l'État colonial semble ne pas vouloir reconnaître qu'il y a un problème. Début 2024, la France a promis le plus gros investissement public de l'histoire de la Kanaki, la construction d'une nouvelle prison à 500 millions d'euros. Face à la surpopulation carcérale, la réponse est de construire davantage de prisons sans se demander si le problème ne se trouve pas plutôt dans les systèmes et structures mis en place par l'État colonial français en Kanaki. Ce schéma n'est malheureusement pas un cas isolé dans les relations entre États coloniaux et peuples autochtones. Donc oui, je dirais que le contrôle colonial carcéral n'est pas capable de se réformer, parce que les logiques auxquelles il répond sont celles du pouvoir, pas celles de la justice. Il faut y mettre fin, le perturber, pas le réformer. Dans une de vos publications les plus récentes, vous écrivez sur l'emprisonnement dans les contextes de la Kanaki et de l'Australie. Et je voulais savoir quelles sont les similarités et les différences que vous trouvez en fait dans ces deux contextes.
Clairement, la Kanaki et l'Australie sont des contextes très différents. Les différences sont nombreuses et je me contenterai d'en mentionner juste quelques-unes. Selon moi, l'une des principales différences se trouve dans la proportion de la population autochtone, notamment parce que ça influence considérablement le comportement des États coloniaux envers les peuples autochtones. En Australie, les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres représentent entre 3 et 4% de la population totale, tandis qu'en Kanaki, les Kanaks constituent plus de 40% de la population. De cette différence de proportion de la population autochtone découlent des différences dans la manière dont l'État colonial français en Kanaki et l'État colonial australien en Australie interagissent ou n'interagissent pas avec les peuples autochtones. C'est particulièrement visible dans le fait que les Kanaks en Kanaki sont sur le point de devenir majoritaires si la tendance observée sur les derniers recensements se maintient. Pour moi, cette situation est étroitement liée aux manœuvres stratégiques de la France ces dernières années, voire ces dernières semaines, pour faire en sorte que les Kanaks restent une minorité. On a pu le constater lors des consultations pour l'indépendance entre 2018 et 2021 et dans les mesures unilatérales prises par la France pour modifier les listes électorales en Kanaki sans le consentement libre, préalable et éclairé des populations Kanaks. Or, comme vos auditrices et auditeurs le savent déjà, il ne s'agit là que des manœuvres les plus récentes qui font partie d'une stratégie qui remonte au moins aux années 80 lorsque la France encourageait ouvertement l'immigration européenne en Kanaki afin de freiner l'indépendance kanak. Si on veut parler des similarités entre les deux pays, l'Australie et la Kanaki partagent une histoire coloniale commune ayant été des colonies pénitentiaires. Toutes deux ont été revendiquées par des puissances impériales sur la base de constructions coloniales fictives de terra nullius, c'est-à-dire que ces puissances impériales ont prétendu que la Kanaki et l'Australie étaient des terres qui n'appartenaient à personne. On a aussi évoqué depuis tout à l'heure le fait que les populations Kanak en Kanaki, ainsi que les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres en Australie, sont soumis à des taux d'incarcération largement disproportionnés. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant de souligner que la manière dont les statistiques démographiques et carcérales sont collectées diffère entre l'Australie et la Kanaki. Depuis la commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention que j'ai mentionné tout à l'heure, la collecte et la publication de données statistiques fiables sur la population carcérale sont une obligation légale pour les prisons australiennes, alors qu'en Kanaki, la France refuse de partager ces données depuis des décennies. Merci de noter ça. Du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Là, vous soulevez la question des statistiques ethniques. Et dans un de vos articles, vous soulevez cette même question et vous soulignez que si la Kanaki est une exception dans la France, dans le sens où il y a une collecte de données qui est faite une collecte de données ethniques pendant le recensement, qu'on appelle en Kanaki de manière un peu dépolitisée la communauté d'appartenance, entre guillemets. Il n'y a aucune statistique ethnique sur la population carcérale en Kanaki. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le cas? Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile d'en avoir dans le futur, et notamment par rapport à l'expérience que vous avez de l'Australie dont vous parlez, où du coup ces statistiques existent? Il y a eu des développements particulièrement intéressants cette année par rapport à ça. En janvier, le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a été publié. Ce rapport révèle que les Kanaks représentent 90 à 95% de la population carcérale en Kanaki. Ce chiffre est inédit à ma connaissance, dans le sens où c'est la première fois qu'une institution gouvernementale française, et non les Nations Unies, les ONG ou les Kanaks eux-mêmes, publie de telles statistiques sur la composition ethnique de la population carcérale en Kanaki. Il est très inhabituel que ces statistiques émanent du gouvernement français. J'ai entendu Viro Rouloué lors de sa présentation intitulée « Décolonisation inachevée » au webinaire organisé par le PANG, le Pacific Network on Globalization, en avril, évoquer ce point, et notamment qu'il n'avait jamais vu de telles données venant d'une institution gouvernementale française auparavant. C'est très inhabituel. Par contre, c'est parfaitement cohérent avec l'approche de la France vis-à-vis des Kanaks. La France invoque depuis longtemps le principe d'égalité pour justifier son refus de compiler des statistiques ethniques désagrégées. Ce phénomène est courant en Europe, mais de nombreuses recherches interdisciplinaires, donc pas seulement en droit pénal, démontrent que cette approche statistique ne mène pas à une situation d'égalité ou même une situation où la race ne serait pas importante.
Au contraire, elle contribue à masquer et à perpétuer les inégalités, car celles-ci restent invisibles sans ces statistiques. Dans mes recherches, c'est en Kanaki et à Kalaallit Nunaat que c'était le plus difficile d'accéder à ce type de données. Lorsque j'ai commencé mon doctorat en 2018, l'une des principales sources qui m'ont permis d'identifier l'hyperincarcération des Kanaks était le rapport de la mission de James Anaya en 2011 en sa qualité de rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Le Sénat coutumier l'a également souligné lors de l'examen périodique universel de la France en 2012, mais les données disponibles étaient très limitées quand on compare à ce qui est disponible en Australie ou même au Canada. Il semblerait donc que le soulèvement de 2024 a exacerbé et attiré l'attention internationale sur un problème qui sévit depuis longtemps dans les prisons kanaks. Concernant la possible utilité des statistiques carcérales, je pense qu'elles peuvent s'avérer très précieuses. Ne pas collecter ces statistiques permet à la France de nier l'existence de ces problèmes, tandis qu'un meilleur accès à l'information sur les conséquences disproportionnellement négatives pour les Kanaks, comparées à celles des autres populations de Kanaki ou de France, peut encourager la solidarité et contribuer à exercer une pression internationale pour qu'il y ait du changement. Pour que ces chiffres soient utiles, il faut malgré tout souligner que le consentement libre, préalable et éclairé des Kanaks, ainsi qu'une collaboration et un partenariat avec eux dans le respect de leur droit à l'autodétermination sont indispensables. Dans mes recherches, j'observe des tendances qu'on retrouve dans tous les États coloniaux que j'ai étudiés qui ignorent certains aspects de l'autodétermination. Amar Bhatia parle de juridiction autochtone sur le peuplement. Il s'agit de l'autorité et de la capacité des peuples autochtones à déterminer leur propre identité et leur appartenance, notamment à travers les questions de citoyenneté, de droit de vote et d'immigration, etc., sur leur territoire. Lorsque les États coloniaux contrôlent ces données, certains problèmes majeurs peuvent survenir. Il est possible, et cela s'est déjà produit en Kanaki au début des années 2000, que quand l'État colonial contrôle et gère ce type de données, il puisse redéfinir les catégories statistiques de manière à rendre plus difficile l'identification des inégalités ou la comparaison des données démographiques entre les recensements. Donc, je pense que la collecte de ces données peut être une opportunité, mais que la question de la souveraineté des données autochtones doit être prise en compte et respectée. Merci pour cette réponse, Lisa. J'en arrive à ma dernière question, qui peut être une bonne conclusion pour cette discussion. Selon vous, en quoi combattre la question de l'emprisonnement kanak ou autochtone de manière générale et combattre le contrôle carcéral nécessite la décolonisation? Et qu'est-ce que la décolonisation veut dire pour vous? Okay, decarceration requires La désincarcération nécessite la décolonisation. Les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres font partie des cultures qui sont les plus pérennes au monde et ont vécu 60 000 ans sans prison. A l'inverse, les incursions coloniales en Australie comme en Kanaki étaient fondamentalement carcérales. Dans ce contexte, les prisons sont au cœur même du projet colonial. La décolonisation est un impératif non négociable pour la désincarcération des peuples autochtones et cela demande leur autodétermination. Pour moi, la décolonisation signifie que les peuples autochtones soient libres d'exercer leur droit à l'autodétermination en plaçant leurs intérêts, leur culture et leurs valeurs au centre de leurs décisions et que ces décisions soient respectées par toutes et tous. Donc, par exemple, dans mes recherches comparatives, j'observe que la France en Kanaki et le Danemark à Kalaallit Nunaat ont tenté d'imposer des cadres étatiques coloniaux qui définissent le droit à l'autodétermination. En d'autres termes, ces États reformulent et politisent les identités autochtones pour les rendre plus acceptables au maintien de l'État colonial. Pour moi, ce n'est pas ça la décolonisation. Pour moi, la décolonisation signifie que l'État colonial français ne peut pas décider de ce que doit être l'autodétermination des Kanaks et que le gouvernement australien ne peut pas décider de ce que doit être l'autodétermination des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. Chaque fois que les gouvernements des États coloniaux tentent d'imposer leur version de l'autodétermination autochtone au peuple autochtone, il ne reste qu'une pâle imitation du véritable droit à l'autodétermination vidé de sa substance.
Cela veut dire que même lorsqu'un État colonial prétend reconnaître et respecter l'autodétermination autochtone, il ne reconnaît en réalité qu'une version acceptable par l'État colonial. Irene Watson, une excellente juriste autochtone australienne, décrit ça comme l'illusion de la reconnaissance. Pour moi, la décolonisation signifie que l'illusion de la reconnaissance cède la place à une reconnaissance réelle, authentique et durable du droit des peuples autochtones à leur plein droit à l'autodétermination. Lisa, merci beaucoup pour vos réponses et pour ce riche échange basé sur vos recherches. On vous souhaite bonne continuation dans votre parcours et vraiment beaucoup d'encouragement de notre part pour vos recherches. Thank you so much. Merci beaucoup. Je fais attention à ce qu'il se passe en Kanak du mieux que je peux de là où je suis. On vous soutient. Thank you for your solidarity. C'est ainsi que se referme ce second numéro de la pause décoloniale de l'année 2026. Un entretien riche qui nous a permis de lier les théories globales du contrôle colonial aux réalités locales les plus brutes de Kanaki. À travers l'analyse de l'hyperincarcération, nous comprenons mieux comment l'institution carcérale, de l'isolement du camp Est aux exils forcés vers l'Hexagone, reste un outil politique de gestion des peuples autochtones. Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre écoute attentive sur les ondes de Radio Jido. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invité, le docteur Lisa Billington, pour la clarté et la force de ses analyses, ainsi que Anaïs Douong-Pedika pour la conduite de cette interview. Un immense merci également à Stéphanie Coulon qui a prêté sa voix pour le doublage en français et qui a assuré d'une main de maître le montage complet de cette édition. Sans oublier toute l'équipe de Radio Jido pour l'accueil et la mise en onde technique de ce programme. Avant de nous quitter, un rappel citoyen important, nous vous souhaitons à toutes et tous un bon vote ce dimanche 28 juin pour les élections provinciales. Que la voix du peuple s'exprime avec force et clarté. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le dernier jeudi du mois de juillet, toujours à 13h30 pour une nouvelle pause décoloniale sur Radio Jido. D'ici là, pour écouter cette émission ou découvrir nos précédents numéros, retrouvez-nous sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et restez connectés avec nous au quotidien sur Instagram. Prenez soin de vous, restez à l'écoute et à très bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.